vendredi 18 novembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Et cela, c'est avec les confrères des médias de Niamey. Tout d'abord, nous allons parler de l'engagement du président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, pour une justice équitable et accessible à tous dans le pays. Une déclaration faite à l'occasion de la cérémonie de rentrée annuelle des magistrats du Niger le 10 novembre passé. Ensuite, nous aborderons la question de l'insécurité grandissante dans la ville d'Agadez avec des cas de viol, de braquage et agression sur la population. Également, nous parlerons de la fièvre jaune qui sévit dans certaines parties du Niger et nous terminerons avec du sport, la Coupe du monde de football Qatar 2022 qui débutera le dimanche 20 novembre. Avec nos invités, nous essayerons de voir les chances des pays africains. Pour échanger sur ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Elhaj Mahamadou Suleiman. Il est le directeur de publication du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir Elhaj. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir Nafisa. Je suis Nafisa Adam Sirfa à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République, Bazoum Mohamed, président du Conseil supérieur de la magistrature, a réitéré son engagement pour lutter contre la corruption en milieu judiciaire, pour qu'il y ait une justice équitable et accessible à tous dans le pays. C'était à la cérémonie de rentrée annuelle des magistrats du Niger qui s'est déroulée à Niamey. Suivant un extrait du discours du chef de l'État sur des propos recueillis par Télé Sahel. Dans l'architecture juridique de notre État, la justice constitue le principal régulateur de l'État de droit. En présidant le Conseil supérieur de la magistrature, j'en appelle au sens de responsabilité de chaque maillon de la chaîne judiciaire, tous qui ont une parcelle de pouvoir dans le fonctionnement de notre système judiciaire, à s'investir davantage pour mettre fin à certaines pratiques qui n'honorent pas notre système judiciaire. Je peux citer entre autres le retard excessif dans le traitement des affaires judiciaires, le refus de rédiger les décisions de justice dans les délais, et c'est très choquant parce qu'il s'agit de la vie des citoyens. La persistance de ces pratiques, je vous le promets, appellera de ma part des sanctions exemplaires, car nous devons nous convaincre que sans confiance entre les justiciables et les services publics de la justice, il n'y a pas de justice, tout simplement. Ce sont là donc des propos du président de la République, Bazoum Mohamed, à la cérémonie de la rentrée annuelle des magistrats du Niger qui s'est déroulée à Niamey. Et donc le président a appelé à une plus grande responsabilité de chaque maillon de la chaîne judiciaire pour que le système de la justice nigérienne puisse bien fonctionner. Je commence par vous, Elhaj Mahamadou Suleiman. Comment vous appréciez les propos du président de la République? Merci bien, Nafisa. Ce message du chef de l'État, en tout cas, je pense que c'est assez audacieux de sa part. Il a demandé aux magistrats donc, de faire leur travail. C'est comme s'il leur reprochait de ne pas assumer pleinement leurs responsabilités. Nous, on a vu même une sorte de stimulus au devoir de gratitude pour rappeler justement ce juge nommé par François Mitterrand, Robert Badinter, pour ne pas le nommer, président de la Cour constitutionnelle. Lui, c'est un ami de Mitterrand, mais il a dit à Mitterrand, dès l'instant que vous me nommez, et désormais, donc, j'ai un devoir de gratitude à votre égard. Oui. Donc, par conséquent, je peux être amené à prendre des décisions contre vous, contre vos intérêts. Et c'est ça, justement, le président de la République qui dit que le juge n'est pas au service de l'autorité qu'il a nommée, mais plutôt au service de la justice. Ça veut dire tout, justement, que véritablement, désormais, on peut dire que les juges sont liés par ce discours. S'il y a léthargie, s'il y a laxisme, en tout cas dans les décisions de justice, on pourrait considérer que ce n'est pas seulement du fait de politique, mais les juges eux-mêmes n'ont pas fait assez. Et je pense que dans ce contexte, parce qu'effectivement le président a parlé de la lutte contre la corruption, où il y a des grands dossiers importants, en tout cas où les citoyens attendent vraiment que justice soit en tout cas rendue.
il y a la lenteur, lui-même, le chef de l'État, il a parlé de la lenteur justement de décision judiciaire. On se pose la question pourquoi certains dossiers ne sont pas traités ou bien n'avancent pas, leur traitement en tout cas est retardé. On peut estimer que c'est un nouveau départ peut-être pour le bon fonctionnement de la justice. Entre le discours et la réalité, c'est vrai qu'il a tenu un discours. Est-ce que véritablement les acteurs, notamment les magistrats, vont effectivement s'accommoder avec donc le nouveau contexte? Par exemple, on aimerait bien que une institution comme le procureur en tout cas de la République, il est censé véritablement dans une situation normale où effectivement il obéit, il est au service de la justice. Lorsqu'il y a des dénonciations par des citoyens, par la presse, sur certains faits, on voudrait vraiment qu'ils s'autosaisissent, en tout cas qu'ils poursuivent, mais ce n'est pas le cas. On pense que véritablement, en tout cas, si tant est que ce discours-là, en tout cas, est bien perçu par les acteurs de la justice, en tout cas à tous les niveaux, que ce soit le procureur, que ce soit les autres magistrats, je pense qu'on pourrait s'attendre en tout cas à un changement. On peut, par exemple, dire que pour effectivement les motiver, le président a dit que selon en tout cas les moyens de l'État, ils ont fait un effort pour effectivement rémunérer en tout cas le traitement fait aux magistrats. Dans tous les cas, on sait qu'effectivement la corruption dans le milieu judiciaire, c'est aussi cela l'autre problème. Où véritablement, en fait, c'est que la question de la corruption, même si le magistrat est bien payé, lorsque effectivement il joue ce jeu, il ne peut pas s'en passer. Donc vraiment c'est une question d'éthique et je pense que le discours du président de la République rappelle aux magistrats son éthique, en tout cas que véritablement il y a un effort de ce soir à faire. Donc par conséquent on va voir que est-ce que véritablement c'est un nouveau départ comme vous dites, mais je pense que d'un point de vue tout simplement de la forme, ce discours en tout cas motive donc les acteurs de la justice en tout cas à inverser la tendance parce que quand même il faut l'admettre, tel que en tout cas la justice fonctionne. Lui-même le président a cité quelques cas où il parle effectivement des dénis, il parle des dénis de justice lorsque effectivement du simple fait parce qu'en fait le pouvoir de juger c'est un pouvoir très important puisque de votre décision dépendra le sort de quelqu'un. Donc par conséquent, lorsque vous traînez le pied pour rendre la décision, ou bien il dit que la décision elle est déjà, il y a un jugement, mais écrire la décision, franchement c'est révoltant, c'est inacceptable. Justement, donc, par conséquent, le président de la République a évoqué certaines pratiques néfastes qui persistent dans le système judiciaire du Niger, tels que les retards dont il parle de traitement des dossiers judiciaires. Vous, Ousseini Issa, de quelles autres pratiques néfastes avez-vous connaissance et qui persistent dans le système judiciaire ici au Niger? Je pense qu'il a tout recensé. Le véritable problème de la justice au Niger, d'abord, c'est la lenteur. Dans le traitement des dossiers, on ne peut pas s'expliquer. Il y a des dossiers qui sont là pratiquement depuis la Ve République, qui sont là, des dossiers, des gros dossiers. Parce que quand il s'agit de malversation et autres, il faut les mettre sur la table, en débattre, en finir, n'est-ce pas? Sous la Ve République, il y a des dossiers, il y a eu beaucoup de dossiers de malversation et tout et tout. Et cette lenteur ne s'explique pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on voit dans d'autres affaires, la diligence pour traiter des affaires, on se dit quelque part, c'est qu'on met le pied dessus. Mais l'instruction vient d'où? Souvent, et c'est en cela qu'on dit que la justice est quelque part politisée. C'est une réalité qui est là, personne ne peut... Mais est-ce que vous pensez que la justice nigérienne est politisée? Hyper politisée même, on peut dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait le problème. Mais quand on voit un peu, c'est quoi le principe de la démocratie? C'est la séparation des pouvoirs. Oui. C'est carrément, cette séparation de pouvoirs doit pouvoir donner beaucoup plus de poids au juge. Le juge doit être plus important que l'exécutif, que le législatif. Le juge est là pour dire le droit. Qui que vous soyez, et c'est ce que le président a dit, qui que vous soyez, quel que soit par ailleurs votre bord, quand vous êtes, comment dirais-je, en face d'un dossier, ne cherchez pas à voir à protéger quelqu'un. Dites la justice, dites le droit, c'est ça le plus important. Mais malheureusement, moi je me dis peut-être que c'est un discours juste pour la circonstance.
n'est-ce pas? Parce que je me rappelle, en 2012 déjà, quand Issoufou avait été arrivé au pouvoir, il y a eu les états généraux de la justice, n'est-ce pas? Les engagements forts ont été pris pour pouvoir créer les conditions d'une véritable indépendance de la justice. Et la situation, c'est la même situation. Mais malheureusement, non, ça reste l'homme politique. Pourquoi je vais lâcher les brides pour laisser que toi, tu puisses m'atteindre? On est dans cette situation. Maintenant, quand même, c'est une perche qui est tendue aux juges. Justement, oui. À partir de cette déclaration-là, ils peuvent se dire, bon, on va appliquer. Parce que le problème de la justice, Alain Suleiman vient de le dire, le problème, c'est que tu dépends de l'avis de quelqu'un. Et d'ailleurs, ce quelqu'un-là, c'est qu'il y a toute une famille où il y a des familles qui sont là. Et que toi, tu penses que tu peux priver quelqu'un, tu peux briser pratiquement, parce que tout simplement, tu as rendu une justice injuste, un verdict qui n'est pas, parce que tout simplement, on t'a donné des instructions. Mais le problème que les gens oublient, c'est que tu vas devoir répondre, pas ici sur terre, mais de l'autre côté. Ces magistrats doivent saisir cette occasion même dans l'islam, repartir c'est le travail le plus difficile. Oui. Même dans l'islam, c'est le travail c'est le rôle le plus difficile de juger. Parce que tu juges des êtres humains comme toi. Si maintenant tu te laisses instrumentaliser par quelqu'un, prendre des instructions avec quelqu'un pour mettre quelqu'un en prison de manière illégale, moi je dis quelque part, dis-toi bien que quelle que soit ta longévité, un jour tu vas disparaître. Et de l'autre côté, c'est que la justice là-bas, il n'y a pas de... On m'a donné des instructions. Parce que vous pouvez dire non. Je ne vais pas exécuter et je vais dire le droit. Quitte à ce qu'on m'affecte quelque part. Dans tous les cas, sur les Nigériens, n'importe où on m'amène, c'est toujours des Nigériens que je vais voir, c'est des Nigériens que je vais servir. Moi, donc on doit attendre beaucoup vraiment de ces magistrats après cet appel du président. Voilà, bon, tu m'as posé la question à savoir les mauvaises pratiques. Bon, d'abord, il y a cette lenteur, mais également un peu, comment dirais-je, la rédaction des décisions. Mais alors, vous avez condamné quelqu'un. Mais quand vous êtes rédigé, il faut motiver pourquoi vous avez estimé qu'il doit aller en prison. Et c'est ça, souvent, le plus difficile. Parce que peut-être vous avez pris des instructions pour le faire, mais maintenant, vous n'avez pas les arguments pour justifier pourquoi vous avez mis la personne en prison. Vous voulez expliquer que souvent, ces décisions de justice sont faites sur des informations qui ne sont pas fondées? Non, mais le juge, il est quand même indépendant. Il doit pouvoir dire, peser, sous-peser, pour voir de quel côté se trouve la vérité. Mais quand vous faites ça de manière expéditive, parce que tout simplement, peut-être quelque part, on vous a donné des instructions, c'est que vous compromettez toute une vie ou des vies entières, n'est-ce pas? Alors, c'est le deuxième aspect. Le fait de la lenteur, là, c'est souvent lié au fait qu'il n'y a pas d'argument. Parce qu'il faut rédiger et tu dois motiver pourquoi tu as décidé de mettre la personne ou pourquoi tu as décidé de libérer la personne. Le phénomène de la corruption, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le barreau, le bâtonnier l'a dit. Aujourd'hui, il y a une concurrence rude. Souvent, les gens le disent entre les juges et les avocats même, parce que on apprend qu'il y en a qui préfèrent aller carrément voir le juge que d'aller prendre un avocat, des choses comme ça. Mais heureusement, le président même a terminé en parlant des sanctions. Elhadji Suleiman, êtes-vous optimiste quant à la mise en œuvre de ces sanctions? Les sanctions... S'il le dit, et effectivement, d'après l'état du lieu qu'il a fait dans des domaines précis, certainement déjà, il est suffisamment renseigné pour effectivement faire booster, en tout cas, mettre fin à certaines mauvaises pratiques. Mais encore une fois, je me dis que dans cette situation, ailleurs, vous voyez, par exemple, on n'a pas besoin de dire aux juges que ce rôle est important. Dans des situations où la démocratie fonctionne normalement, par exemple, ailleurs, aux États-Unis, par exemple, le juge est l'homme le plus craint. Ce n'est pas l'exécutif, ce n'est pas le législatif, mais c'est le juge qui est craint. Ils appellent là-bas persécuteur. Donc, par conséquent, face au procureur, en tout cas, il peut n'importe qui, en fait, vous voyez, ce qui fait que véritablement, et c'est la Constitution, ce que le président de la République a dit, que le juge n'est pas au service du pouvoir qu'il a nommé, mais c'est la Constitution qui dit ça. Donc, il doit dire selon la loi, mais surtout aussi selon son intime conviction. Donc, ce qui fait que c'est un pouvoir important. Donc, on voudrait bien voir effectivement qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que véritablement on va assister à des situations où la presse, en tout cas, on continue à lever des lèvres, les citoyens portent des plaintes sur des situations flagrantes,
est-ce que véritablement le procureur va être sensible, en tout cas, à convaincre les citoyens qu'il y a effectivement une justice qui est là pour vraiment, tout simplement, parce que c'est aussi ça de l'ordre, préserver l'ordre et la sécurité. Lorsqu'il y a des situations extrêmement graves qui sont dénoncées et qu'on ne fait rien, je pense que c'est une insécurité d'une certaine façon. Donc, je pense que aussi sur le phénomène qui gangrène en tout cas le pays, à savoir la corruption. La corruption, et c'est là effectivement qui est un vrai défi pour pour le politique et pour le magistrat. C'est effectivement sur cette base qu'on va juger par rapport aux affaires passées et aux affaires en tout cas à venir. C'est là qu'on va voir effectivement est-ce que ce discours-là a eu un impact en tout cas sur les magistrats. Est-ce qu'au niveau vraiment de la justice, il y a un fonctionnement en tout cas normal qui fait que la justice va être, comme le président l'a dit, accessible et vraiment au profit des citoyens. Mais Hussein, vous, est-ce que vous pensez même que les sanctions sont la meilleure solution même? Mais on peut quoi? Une société est régie par quoi? C'est-à-dire, voilà, on fait des normes. On dit, voilà comment les gens doivent se comporter. Voilà. C'est ça les lois. Voilà ce qui doit être fait. Maintenant, si vous enfreignez à cette loi, à une loi, c'est qu'il faut vous sanctionner pour que ça serve d'exemple aux autres. Partout dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas faire l'exception ici. Mais malheureusement, on est dans une situation où on a... C'est la mise en œuvre des sanctions. La mise en œuvre, c'est facile. C'est bien prévu par des textes comment on doit pouvoir mettre ces sanctions-là. Est-ce qu'on a besoin? Maintenant, qui doit mettre les sanctions en œuvre? Le plus souvent, c'est celui qui t'a nommé où. Mais maintenant, ce que je l'ai entendu dire, c'est que même les représentants du président, mais également du président de l'Assemblée, ces représentants-là ne vont pas siéger désormais. Il y a un texte qui est en préparation pour que ces représentants ne soient plus... Comment dirais-je, membre du Conseil supérieur de la magistrature, c'est entre magistrats que ça va se décider les affectations en fonction des grades, en fonction de la probité et tout et tout. Voilà, c'est à quoi tout le monde aspire. Parce que dans une démocratie, quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne peut pas faire une démocratie de façade en considérant que, bon, parce que la justice, mais quand la justice est instrumentalisée, c'est plus une démocratie parce que le faible peut être écrasé. Et laquelle possibilité? La seule possibilité qu'il y reste, si la justice ne lui rend pas justice, oui. Mais le problème qui se pose, c'est que ça crée une espèce de révolte et ça peut déboucher sur des choses. On espère vraiment que ça soit un nouveau départ pour cette justice nigérienne. Et on a bien écouté le président, on souhaite qu'il puisse mettre en œuvre, en tout cas, que la justice soit véritablement, parce que moi j'ai dit, même quand on parle, bon, il n'y a pas que la justice, c'est toute l'administration nigérienne qui est politisée. Pratiquement, il faut être d'une coloration pour pouvoir, alors que c'est normalement la compétence, l'intégrité, le mérite qui doivent, c'est ces valeurs-là qui doivent présider aux nominations, n'est-ce pas? Mais quand les gens, bon, on s'est dit, ça fait que le gars, il compte plus sur son parti politique que sur ses propres compétences. Mais comment on peut développer un pays de cette façon? Donc, souhaitons vraiment qu'il y ait des suites favorables face à ces engagements pris par le président de la République. Ça doit avoir des suites favorables. C'est pas qu'on souhaite. Voilà. Ça doit fonctionner comme ça. Où on fait la démocratie, je l'ai dit, et j'ai l'habitude de le dire partout, où on fait autre chose. Nous entamons donc le deuxième sujet du forum de la presse. La commune urbaine d'Agadez est confrontée ces derniers mois à une insécurité grandissante avec plusieurs attaques à main armée enregistrées sur les routes et dans les villes. En guise d'exemple, 12 kilos d'or ont été emportés par des individus armés non identifiés. Un peu avant, un minibus d'un sous-traitant de l'armée américaine d'Agadez en pleine ville a été braqué par des individus emportant avec eux 24 millions de francs CFA. Elhadj Suleiman, selon vous, qu'est-ce qui explique cette recrudescence ou bien cette insécurité grandissante dans la ville d'Agadez de ces derniers mois? Le problème d'insécurité donc, au niveau des villes, il faut l'admettre, pas seulement à Agadez, pas seulement à Agadez, c'est que les grandes villes font face à ce phénomène d'insécurité pour des raisons tout simplement du chômage, du manque d'emploi, donc la jeunesse qui est là dans une situation, donc ce qui fait que beaucoup ça donne à du banditisme, en tout cas l'agression, le vol à main armée ou bien en tout cas c'est une réalité. Donc c'est pas seulement à Agadez. J'ai suivi en 2010, vous avez fait, Kalango a fait un élément où par exemple ici à Karategui et dans les quartiers de Niamey, en tout cas, où les chefs de village disent clairement que
l'insécurité, c'est une réalité, même si par ailleurs la police avait en tout cas intervenu. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, par rapport à Agadez, vous voyez, vous parlez de l'or. Ce n'est pas le premier cas où, effectivement, c'est des gens qui sont bien renseignés, qui savent qu'il y a de l'or qui est transporté et ils savent où effectivement, poursuivre pour accéder à cela. Donc, ça, c'est aussi un autre phénomène. Donc, c'est très malheureusement cela. Et là, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'informer, donc, en tout cas, la police fait son boulot. Je pense qu'il faut non seulement les informer, il faut aussi des mesures. Je veux dire, quand je parle du bandisme de façon globale, je ne parle pas de gens, en tout cas, qui cherchent l'or avec les. Mais il y a d'autres situations. Par exemple, des situations où on vient, par exemple, en pleine ville, braquer, arracher le bien de quelqu'un, ou bien venir dans des stations d'essence, ou bien dans les compagnies de transport, transfert d'argent, ou bien des transports violentés. Donc, vous voyez tout cela aussi. Le pire aussi des viols sur mineurs. Justement, donc, vous voyez tout cela, c'est une situation aggravante. Il y a aussi le kidnapping qui est aussi un phénomène constaté. Donc tout cela fait qu'il faut, par exemple, vous allez voir, bientôt c'est la saison de froide. Oui. Ils vont venir dans les maisons des gens, surtout dans les quartiers périphériques, donc violenter, en tout cas voler les gens. Donc tout cela aussi, même aussi dans les business, en fait, il y a ici chez nous, et malheureusement c'est aussi une question de moyens, le phénomène de la vidéosurveillance. Vous voyez, par exemple, même dans la circulation, les gens qui opèrent, si effectivement un peu partout, il y a des vidéosurveillance, en tout cas pour la protection, on pourra toujours identifier les malfrats, les voir en tout cas, et ça va permettre à la police d'avoir des indices. Souvent même le complice, en fait, je veux dire que c'est vrai aussi, il faut l'admettre, de plus en plus la police arrive à faire des opérations concluantes, parce que aussi on expose les malfrats, que ce soit les trafiquants de drogue et autres. Donc il se trouve que justement c'est une situation, comme je l'ai dit, dans la cause effectivement la pauvreté, le chômage de jeunes. Mais il y a aussi, je constate, tous ces gens qui viennent aujourd'hui d'ailleurs, comme Agadez, absolument comme Agadez, ces gens-là en tout cas viennent des sociétés violentes où véritablement ils sont habitués à ces braquages-là, parce que quand jusqu'à un certain moment ici chez nous, on ne peut pas ici en plein Niamey ou bien dans les villes, dans la journée, devant tout le monde, quelqu'un va venir t'agresser, il prend ton bien, il fuit et les gens observent, on ne fait rien. Donc c'est dire qu'effectivement il y a des phénomènes qui nous sont venus effectivement de l'extérieur, mais aussi les nôtres aujourd'hui, comme je l'ai dit, parce que aussi la pauvreté, donc le chômage en tout cas amène les jeunes effectivement, et aussi la drogue. Parce que vous parlez d'Agadez, effectivement, on a vu même les jeunes filles, effectivement, la consommation c'est un phénomène qui est en train de s'aggraver. Donc tout cela effectivement va aggraver la situation de sécurité et le banditisme, en tout cas dans les grandes villes, et c'est une réalité aujourd'hui. Rappelons qu'un forum sur la paix a été organisé même du 30 juin au 1er juillet à Agadez, où des engagements, des propositions ont été faites à la fois à l'État et aux partenaires techniques et financiers pour un retour de la paix et de la quiétude sociale. Malheureusement, cette situation sécuritaire se détériore davantage. Vous, Ousseini, comment situer les responsabilités? Quand on a fait le forum, là, est-ce que c'est les brigands qui sont venus assister au forum? Ce pas des gens qui se sont déplacés pour aller là-bas avec les partenaires? Ce sont les acteurs, oui. Mais ces gens, c'est comme quand on a fait le forum de Tillabéri sur la paix. Là. Mais les gens qui font ces actes-là, ils ont pris goût à ça. Faites vos forums si vous voulez. Nous, ça ne nous engage pas. Alors, Suleiman vient de dire quelque chose d'important. C'est la pauvreté, la paupérisation, le manque d'emploi et tout, n'est-ce pas? Et puis en plus, ces dernières années, la découverte des sites d'or, qui fait que ça attire beaucoup de gens. Parce que quand vous allez par exemple à Agadez, ici à Tamou, un peu partout, vous allez trouver des étrangers, des gens souvent qui sont très violents chez eux et qui sont prêts à tuer. À l'époque, quand on parle de vol, c'est des vols où le gars vient de Nitama, il saute par-dessus le mur, il rentre, il prend des habits ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est en plein jour. Les gars viennent avec armes parce qu'il y a une circulation terrible d'armes à feu. On n'arrive plus à contrôler du fait de l'insécurité qu'on est en train de vivre là.
Ça a gagné même les grandes villes. Ici à Niamey seulement, combien d'attaques y a-t-il eu, n'est-ce pas? Bon, alors, que faut-il faire? Que faut-il faire? On va renforcer peut-être le dispositif de sécuritaire, mais ça ne va pas suffire. Il faut surtout créer les conditions d'éradication de la pauvreté. Créer les conditions pour que les gens... Créer les conditions, créer des opportunités, offrir des opportunités aux jeunes. Oui. Parce que les gens qui se versent dedans, imaginez quelqu'un qui est là, souvent, dites-vous bien, souvent ce n'est pas des comment on appelle, hein, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Souvent, c'est des gens qui sont allés à des niveaux, mais qui se disent on peut monter telle chose pour pouvoir se réaliser. Mais maintenant, ils vont trouver des gens qui sont violents par nature, qu'ils vont embaucher, ils font les gangs et ils opèrent. La dernière fois, j'ai vu, c'est plus quelle région où c'est toute la famille. Je ne sais plus, j'ai vu ça sur... Oui, toute une famille qui était impliquée dans une histoire de vol de moto et de voiture. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui a pu pousser? C'est parce que tout simplement la société est en train de plonger. On est en train d'assister à un phénomène où si l'on y prend garde, même surtout de chez soi, ça va être compliqué un jour. Mais quelle doit être la responsabilité des autorités régionales avant même que ça... La responsabilité des autorités régionales, c'est quoi la responsabilité? Vous savez, Agadez aujourd'hui est devenu un déversoir. Quand les Algériens prennent les gens, ils ne cherchent pas à savoir il est de quelle nationalité, ici les Nigériens ou pas. Ils viennent et déversent là-bas. Les gens qui arrivent au niveau des centres de rétention de l'OIM, des partenaires, mais souvent c'est des gens très violents. Au bout de quelques temps, parce qu'eux ils disent qu'il faut qu'ils retournent. Moi j'ai assisté à des scènes comme ça où ils descendent dans la ville, ils font des casses et tout et tout. Ils se disent qu'ils n'ont rien à perdre. Mais la population ne dénonce pas. Mais la population peut dénoncer quoi? Quand ils rentrent dans la ville, ils peuvent se permettre tout. On a assisté à des phénomènes comme ça où ils ont même l'habitude de brûler les tentes dans lesquelles ils sont en train. Mais alors, on peut faire quoi? Nous avons accepté parce que nous aurions pu dire dans les accords qu'on a signés avec l'Algérie, non, quand vous attrapez des machins, triez ceux qui sont nigériens, ramenez-les. Mais si les autres là, gérez ça à votre niveau. Mais quand vous faites venir tout le monde, vous déversez sur nous, nous devenons une zone, sinon Agadez, qui a connu quand même des rébellions, mais il n'y a pas cette violence-là en ville, ces braquages et tout. C'était quand même idéologique, que les gens, ils avaient des revendications, une vision idéologique de la chose. Mais aujourd'hui, c'est pour s'enrichir. Et ils sont prêts à tuer. Il n'y a pas qu'Agadez, Niamey, Maradi, on voit. Ça ne fait pas tous les 2-3 jours à Maradi, on va te dire, des gens sont venus de quelque part, ils ont attaqué, ils ont tué, ils ont emporté du détail. Oui, et là, justement, tout à l'heure, je parlais de système de protection de vidéosurveillance, mais en plus, des simples... Non, justement, c'est pour dire qu'en fait, aussi dans les villes, par exemple, des autorités, par exemple, en ville, tu vois par exemple que la mairie pourrait effectivement éclairer les lorsqu'elle profite en tout cas dans les quartiers qui ne sont pas éclairés, rien que devant votre porte en mettant une ampoule, vous avancez votre sécurité. Aujourd'hui aussi, vous avez par exemple ceux qui ont les moyens, à défaut d'avoir donc recours aux forces publiques, mais il y a aujourd'hui des compagnies de sécurité privées qui peuvent être utiles. Tu as un homme d'affaires. Justement, la sécurité n'a pas de prix. Il faut faire recours à ce service, en tout cas, pour te protéger. Puisque les gens viennent, notamment, on sait que tu as de l'argent chez toi, ils vont venir justement te prendre, te violenter, ainsi que ta famille. Donc, il y a, donc, entre autres mesures, en tout cas, mais je pense que les autorités doivent faire effectivement l'effort véritablement. Parce que j'ai vu ce qu'en tout cas la police fait, le fait justement quand on prend ces bandits, en tout cas désormais, on les présente devant la presse, même si effectivement, comme l'a dit Hussein en vérité, bon, ceux qui sont dans ça, en tout cas, tout simplement, ils vont dire que bon, c'est le jeu qui était mauvais pour les autres. Donc bon. En tout cas, je pense que c'est une réalité, cette question de sécurité. Donc, il va falloir, en plus, vous voyez, du terrorisme, en tout cas, donc la sécurité générale, il y a aussi le bandit, en tout cas, dans les grandes villes, c'est aussi un fait. Vous, El Hadj Hussein Issa, quelle autre proposition pour ramener et conserver sauvegarder la sécurité au sein d'Agadez? On sait que l'Agadez est considéré comme un joyau culturel du pays. Comment ramener vraiment la sécurité? Comment ramener?
je ne peux pas. Comment ramener? Mais il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut renforcer un peu, comment dirais-je, le dispositif sécuritaire au niveau d'Agadez. Même s'il faut mettre des mécanismes locaux en place qui vont essayer de... Parce que, je vous dis, avec l'or, on trouve de l'or un peu partout dans cette zone. Imaginez l'or là. Quand on dit qu'il y a l'or quelque part, il y a des gens, même qui t'ont donné leur vie, même ils vont aller. Parce qu'ils se disent qu'en allant là-bas, peut-être ils vont sortir de la misère. Et ça attire. Et quand ça attire, il y a tout le monde qui vient. N'est-ce pas? Ça attire tout le monde. Non seulement les gens honnêtes, mais également les malhonnêtes qui vont là. Mais tout ça, les gens qu'on braque en ville, les véhicules qu'on braque. Non, mais c'est planifié. Ils savent à quel moment la personne va quitter pour aller. On a braqué 100 kilos, je ne sais pas, en plein milieu, alors que le véhicule même était escorté par des gars. Comment expliquez-vous cela? Et jusqu'ici, on est sans nouvelles de... Mais bon, alors, à partir de ce moment, moi, je dis quelque part, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce que là, je viens de dire, c'est qu'il faut que les gens se sécurisent eux-mêmes. Je ne peux pas avoir de l'or en quantité comme la dernière fois, et puis vouloir prendre la route. Je vais aller prendre un billet d'avion. C'est risqué. Déclarer l'or, je viens vers Niamey, je rentre, j'embarque. Là, à ce moment, si ce n'est pas pour faire descendre l'avion, je ne vois pas par comment la personne peut venir. Il faut donc renforcer le dispositif sécuritaire dans la ville d'Agadez pour vraiment ramener cette sécurité et la sauvegarder. Nous allons observer une petite pause avant d'entamer les autres sujets de ce forum de la presse. Sujet santé à présent, en septembre et en octobre 2022, l'Institut Pasteur de Dakar a confirmé des cas de fièvre jaune au Niger et dont des décès. Les cas étaient confirmés par le test de neutralisation par réduction de plaques et ont été signalés dans les régions de Dosso, Zender, Tawa et Agadez. À Agadez, seulement 21 cas suspects de fièvre jaune dont 2 décès ont été a indiqué la direction régionale de la santé. Mais à ce jour, El Hadj Suleiman, aucune communication officielle autour de cette maladie. Qu'en dites-vous? Bon, justement, vous dites aucune communication officielle. Peut-être que le ministère de la Santé est en train de réunir les éléments sur le terrain, en tout cas au niveau des régions, l'évolution de la situation. Une chose est sûre, je sais que si le phénomène s'aggrave, comme ils l'ont toujours fait, par exemple, quand il y a des épidémies, ils ont toujours en tout cas alerté l'opinion pour dire voilà le comportement, ce qu'il faut faire. Mais comme vous dites, c'est l'Institut Pasteur donc, de Dakar qui a donc confirmé ces cas de fièvre jaune. On sait, je crois, de façon générale que cette fièvre s'est portée par une sorte de variante de moustique qui peut contaminer les gens, soit à travers les animaux. Donc tout cela, je suis d'accord avec vous, c'est important que le ministère de la Santé, en tout cas, communique et surtout dise aux gens comment se protéger, quelles sont les précautions à prendre, parce que vous avez cité au moins 4 régions du pays qui sont, où on a détecté le virus. Donc la situation effectivement est assez grave parce que une fois que déjà les 4 régions sont atteintes, et vous voyez, donc facilement tout le pays pourrait être affecté. Donc par conséquent, il n'y a pas à attendre, il faut communiquer donc, pour informer les populations comment se comporter face à ce virus. Justement, nous avons eu quelques précisions avec des spécialistes de la santé qui, selon eux, la fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques, comme vous le disiez, des moustiques infectés. Et les symptômes sont la fièvre, les céphalées, les ictères, les nausées, vomissements et fatigue. Et la population, ils disent, n'est pas ou peu immunisée contre la fièvre jaune. Les moustiques, ils transmettent alors le virus d'une personne à une autre, mais heureusement, elle n'est pas contagieuse. Alors, comment la population vraiment doit s'y prendre face à cette maladie, Ousseini, avant que... Il faut d'abord que la population soit informée, non? Oui. Mais la population, est-ce que c'est tout le monde? Il y a quand même les gens qui sont là, les spécialistes de santé et tout. C'est eux qui doivent normalement se saisir de l'affaire pour essayer d'expliquer comment on peut se prévenir. Mais dans le noir comme ça, là,
Vous dites qu'il y a 4 régions sur les 8 du pays qui sont. Mais est-ce que les gens, par exemple, de Dosso, ils savent qu'il y a cette maladie? Ils ne savent pas. Et quand j'ai des maux de tête, j'ai la fièvre, je peux penser que c'est un palu normal. Je vais prendre des médicaments de palu. C'est que quand il y a des choses comme ça, il faut que l'autorité sanitaire, rapidement, urgemment, dise pour pouvoir circonscrire. Avant que, vraiment ça ne devienne... voilà. Mais la Covid, c'est parce que de haut, on nous a dit qu'il y a Covid. Oui. N'est-ce pas? C'est parce que c'est une pandémie. Ça dit que c'est venu d'ailleurs. Mais là, alors, en plus, il y a... Ici, bon, quelque part, on s'est dit, les symptômes là, il y a beaucoup de maladies qui présentent ces mêmes symptômes. Et les gens, on connaît un peu comment l'accès à la santé dans ce pays. Le gars, il a fallu, même il traite à travers les pharmacies partenaires. Il cherche des calmants. Alors c'est plus grave ici. Il faut que l'autorité prenne les choses en main rapidement. Ne pas laisser que ça s'aggrave, parce que quand ça va s'aggraver, ça va être encore plus compliqué la gestion. Voilà un peu, mais demander comment la population doit s'y prendre. La population n'a aucun moyen pour pouvoir, parce qu'il faut connaître la chose pour la prévenir. Et comme c'est des maladies qui sont localisées ici en Afrique, et un peu, je crois, une partie de l'Amérique, quand ils vont venir, les autres, ils font des vaccins d'avance. Voilà pourquoi, effectivement, il n'y a pas assez d'efforts pour trouver des vaccins. Donc, les spécialistes de la santé disent que le meilleur traitement reste la prévention à travers la vaccination des enfants à partir de 9 mois. C'est ce qu'ils disent. Donc, bon, je pense que vraiment, vous l'avez dit, c'est important, en tout cas, à cette étape, d'informer, et vous le faites si bien, je pense, votre émission et les Nations a interpellé le ministère de la Santé, en tout cas, bien, pour vraiment engager une campagne de sensibilisation, puisque le phénomène étant donc déclaré, donc par conséquent, il va falloir donc communiquer pour sensibiliser les populations. On espère bien que le ministère puisse prendre la situation en main. Dernier sujet du forum de la presse du sport. La Coupe du monde de football débutera le dimanche 20 novembre 2022 au Qatar. Le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie représenteront l'Afrique à cette compétition. Ousseini Issa, vous êtes amateur ou pas du football? J'ai été amateur. J'ai été même joueur. Alors, mais je ne m'intéresse plus. Parce que... Pourquoi? Bon, parce que tout simplement, nous sommes toujours en retard. Dernier. Alors qu'on était jusqu'aux années 80, on faisait partie des équipes. Mais je m'intéresse quand même parce que c'est un événement quand même sportif mondial. Et dans toute l'Afrique, c'est ces pays qui représenteront l'Afrique. Oui, mais c'est des pays qui ont l'habitude. Par exemple, le Cameroun a l'habitude d'aller à la Coupe du Monde. Il a sa 8e participation. Voilà, le Ghana a l'habitude, je crois. Le Ghana a été une fois, je crois aussi. Le Sénégal également. La Tunisie aussi, en 78. Cette année, l'Égypte ne participe pas. Oui, la Tunisie, je crois. Oui, la Tunisie, depuis 78, c'était la Tunisie qui avait représenté ça. Je connais avant que la télévision même ne soit répandue. Les Africains attendent beaucoup de ces équipes. Oui, les Africains attendent, mais bien évidemment, les Africains, moi, s'attendent à quoi? Non. On est en Afrique, on va essayer de défendre ou de supporter nos équipes. Maintenant, quand j'ai entendu des spécialistes dire que bon, les Africains, parmi tous les pays africains, il n'y a pas un seul qui est classé parmi les favoris. C'est des spécialistes qui le disent. Malheureusement. Mais c'est un sport. Pourtant, le Cameroun est à sa 8e. On peut espérer que c'est une équipe qui peut être classée parmi les favoris. Ça dépend de comment les gens vont s'y prendre. Parce que moi, j'ai dit, on a quand même eu beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de pays, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont dit quand même, et nos joueurs, ils évoluent dans les pays occidentaux, dans les grands clubs. Moi, j'ai dit, bon, ils se connaissent déjà. Il n'y a pas de raison à ce que quand les gens s'y mettent pour que parmi ces pays africains-là, on puisse assister au moins un pays qui va aller, un ou deux pays, qui vont aller jusqu'en quart, voire demi-finale. Oui. En tout cas, c'est mon souhait. Alors vous, El Hadj Souleymane, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces équipes africaines? Mes attentes, c'est que l'Afrique gagne. Sonny l'a dit, le football, ce n'est pas une science exacte. Autant on a des joueurs africains qui évoluent, en tout cas, ailleurs, donc dans les équipes occidentales. Le Sénégal, je pense que
on peut s'attendre au regard de ces dernières prouesses qu'on a connues, et justement, bien que par ailleurs la vedette Sadio Mané... D'aucuns disent qu'il ne participe pas. Bon, on ne sait pas, mais une chose est sûre, cette équipe est dynamique. Moi, en tout cas, je pense que tout simplement, il faut espérer de voir que bon, ça change. C'est une très bonne chose d'avoir jusqu'à 5 équipes africaines. Ce n'est pas rien, mais je pense qu'on peut compter. Peut-être que les Camerounais pourraient en tout cas récidiver leur prouesse autant de... justement donc autant de Roger Mila, ils peuvent effectivement récidiver cela. Bon, dans tous les cas, pour le moment, on est au stade de pronostic, et comme il a dit, effectivement, quand on entend parler les spécialistes, on ne voit pas justement les Africains aller loin dans cette compétition. Mais le Cameroun qui est à sa 8e participation au mondial, on espère beaucoup qu'elles aient des chances à ce mondial. Il n'y a pas que le Cameroun. Moi, je n'exclus pas le Sénégal. Parce que Sadio Mané, d'accord, il est blessé, mais il n'est pas le seul joueur sur le terrain. Il faut se dire, c'est un jeu collectif, c'est un sport collectif. Moi, j'ai dit, le plus important, c'est de jouer sans complexe. Souvent, c'est ça le problème. De plus en plus, les Africains, ils sont plus complexés vis-à-vis des Blancs. Quand vous prenez, par exemple, l'équipe que la France va amener, il y a plus d'expatriés que des Français. Peut-être il faut compter aussi sur le mysticisme. L'autre, j'ai vu quelqu'un dire que il y a 49 imams qui ont prié pour que ça devienne le WAC. C'est l'Afrique, c'est là. Espérons que ces imams-là, en tout cas, puissent inverser la tendance au niveau mondial. Il faut d'abord compter sur soi-même. On a des grands joueurs. Vous êtes amateur également du football? Pas tellement, franchement. On fait le minimum, on suit la marche du monde. Donc, nos souhaits pour ces équipes africaines, c'est qu'elles aillent au sommet, qu'elles atteignent les demi, voire la finale même de cette Coupe mondiale. Et c'est sur ce sujet sport que se referme le forum de la presse de ce jour. Nous étions en compagnie de El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de publication du journal en ligne Niger Inter, Ousseini Issa, journaliste indépendant. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche à partir de 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de Tous à la Fada. Et samedi et dimanche à partir de 18h15 les forums en langue Hausa et Zarma. Je suis Nafis Adam Sirfa à la modération. La technique est assurée par Amina Hassan. La régie vidéo c'est Isaka. À très bientôt sur le studio Kalangu et très bon week-end à tous.